Nous sommes en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'État du Vermont. Le Vermont est situé dans la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Canada, plus précisément le Québec. Le Vermont est l'un des États les plus ruraux et les moins peuplés des USA. Il est cerné par les États du New Hampshire, le Massachusetts et l'État de New York. Petite bourgade d'environ 10 000 habitants au sud-ouest du Vermont, Bennington jouxte le mont Glastonbury, dont l'altitude atteint 1142 mètres. Couvert de forêts denses, le mont Glastonbury, qui fait partie des Appalaches, est considéré comme l'un des endroits les plus sauvages des USA. Première disparition, Midi Rivers. Tout démarre le 12 novembre 1945. Midi Rivers, 75 ans, est un guide de chasse en forme physique exceptionnelle pour son âge. Ce jour de novembre, le temps est doux pour la saison, et Rivers conduit 4 chasseurs de cerfs dans la montagne. Vers 16h, notez l'heure, c'est important, Rivers ramène le groupe vers leur campement. À un endroit appelé Hell Hollow, le trou de l'enfer, Rivers part un peu devant les autres. Ces derniers pensent qu'ils vont le rattraper, mais lorsqu'ils atteignent le campement, le guide n'est pas là. Après l'avoir cherché sans succès, les chasseurs alertent les secours, et pour la première fois, on organise une énorme opération de Search and Rescue sur le mont Glastonbury. Beaucoup de monde participe à l'opération de recherche et de sauvetage. La police, mais aussi la garde nationale, qui est l'armée de réserve, et même des Boy Scouts. Au départ, les autorités sont plutôt confiantes, car Rivers connaît le mont Glastonbury comme sa poche. Il a toujours vécu dans la région, et s'il y a bien une personne capable de survivre la nuit, dans ce coin, c'est bien lui. Seulement, on n'aura plus jamais de ses nouvelles. Durant 3 jours, on cherche intensivement Rivers, sans résultat. La seule chose qu'on ait trouvée, c'est une cartouche non percutée au fond d'un ruisseau, que Rivers aurait pu tomber en se penchant pour boire. Mais est-ce qu'elle lui appartenait vraiment ? Apportons maintenant quelques commentaires sur l'affaire Midi Rivers. À l'époque, personne n'a compris ce qui a pu arriver à Rivers. Il est impensable qu'il se soit égaré. Même s'il avait divagué dans la nature des suites d'une attaque cérébrale, on aurait forcément retrouvé sa dépouille. Rivers n'a pas non plus été attaqué par un animal sauvage, tel un cougar, parce qu'on aurait fatalement trouvé une scène de crime. Il faut rappeler que quand un adulte se bat pour sa vie, on trouve toujours des traces de lutte, du sang et des morceaux de chair sur le sol. De plus, Rivers disposait d'un moyen de défense, il portait un fusil. Les équipiers de Rivers auraient entendu ses cris ou même des coups de feu. Notons qu'une arme à feu est aussi un excellent moyen de signalisation. En cas de problème, Rivers aurait tiré en l'air pour attirer ses partenaires. Là, ça a été le silence total. Selon moi, le scénario le plus vraisemblable est un accident de chasse maquillé après coup en disparition. Rivers aurait été abattu par erreur par un des chasseurs. Pour ne pas être inquiété par la justice, le groupe aurait enterré son cadavre et inventé cette histoire de disparition. Quoi qu'il en soit, personne n'a été accusé de faux témoignage par la police ou ne s'est jamais confessé, même des années après. Et l'affaire est restée irrésolue. La disparition de Midi Rivers aurait pu rester assez anecdotique. Un banal fait divers. Sauf que, presque un an plus tard, il se passe autre chose. Deuxième disparition. Paula Weldon. Nous sommes le 1er décembre 1946. Paula Weldon est la 4e fille de William Archibald Weldon, un riche industriel du Connecticut. Paula est une jolie fille de 18 ans aux longs cheveux blonds. Étudiante en 2e année à l'université de Bennington, où elle se passionne pour l'art et la biologie, Paula travaille à mi-temps au réfectoire, en parallèle de ses études. Ce dimanche 1er décembre 1946, Paula fait le service du midi au réfectoire. Puis elle revient à la résidence universitaire, dans la chambre qu'elle partage avec une autre étudiante dénommée Elizabeth Johnson.
Selon sa colocataire, Paula a l'air préoccupée. Apparemment, elle n'est pas d'humeur à travailler ses cours. Aussi, Elisabeth lui suggère d'aller faire un tour. L'idée séduit Paula, qui est inscrite au club de randonnée de l'université. Elle demande à des camarades s'ils veulent l'accompagner, mais ils ne sont pas disponibles. Il faut dire qu'il y a peu de monde sur le campus ce week-end-là. C'est Thanksgiving, une fête de famille populaire chez les Américains. Et la plupart des étudiants sont rentrés chez eux. Paula annonce finalement à sa roommate, Elisabeth, qu'elle part se promener seule sur le Long Trail, un sentier de randonnée dont le départ n'est qu'à quelques kilomètres du campus. Paula compte s'y rendre en autostop. Notez que le Long Trail est une section du célèbre sentier des Appalaches qui coupe le Vermont dans le sens vertical et passe à proximité du sommet du mont Glastonbury. Avant de partir, Paula se change de vêtements. Elle enfile un jean, des baskets et, détail important, une parka rouge avec une capuche en fourrure. Normalement, les étudiants qui rentrent après 23 heures doivent signer un registre à l'entrée de la résidence universitaire. Mais Paula ne prend pas la peine de remplir cette formalité, et ça paraît normal. Elle devrait être revenue bien avant le couvre-feu. En ce qui concerne la suite des événements, on a une bonne connaissance du parcours de Paula grâce à de nombreux témoins. Paula quitte le campus à 14h45. L'horaire est connu avec précision car Danny Fager, le propriétaire d'une station-service en face de l'université, voit une jeune fille correspondant à sa description sortir du bâtiment. Vers 15h, Paula fait de l'autostop jusqu'au départ du Long Trail. Louise Knapp, un habitant de Woodford, une bourgade proche de Bennington, la transporte sur la route d'État numéro 9 et la dépose à environ 4 km du Long Trail. Selon Knapp, la jeune fille a somnolé pendant tout le voyage. Paula finit le trajet à pied jusqu'au départ du sentier. Entre 15h et 16h, des personnes revenant de randonnée la croisent sur Arbor Road. Paula leur demande si le Long Trail est encore loin et où il mène. « Jusqu'au Canada », lui répondent-ils. Ernie Whitman, un des témoins, est digne de foi puisqu'il travaille au Bennington Banner, le journal local. Les randonneurs font remarquer à Paula qu'elle n'est pas suffisamment couverte. De plus, elle n'a emporté ni eau ni nourriture, mais l'étudiante n'en fait qu'à sa tête. Même s'il est déjà tard, on est 1 heure avant le coucher du soleil, Paula s'éloigne seule sur le sentier, en direction du mont Glastonbury. Un couple de personnes âgées qui marchent à 90 mètres derrière elle la voit tourner un angle du sentier. Mais quand ils arrivent au même endroit un instant plus tard, elle a disparu. Paula s'évapore ainsi sur le Long Trail aux alentours de 16 heures. Ne voyant pas Paula revenir le dimanche soir, Elizabeth Johnson, sa camarade de chambre, ne s'inquiète pas outre mesure. Elle se dit que sa colocataire est allée étudier à la bibliothèque ou qu'elle est sortie avec des amis sans respecter le couvre-feu de 23 heures. Ne voulant pas lui attirer d'ennui, Elizabeth garde le silence. Mais le lundi 2 décembre au matin, Paula n'est toujours pas rentrée et Elizabeth prévient la direction de l'université. Après que l'établissement ait été fouillé de fond en comble, sans réussite, le directeur de l'université téléphone lui-même à monsieur et madame Weldon, dans le Connecticut. Il veut savoir si Paula est chez eux, mais les parents de Paula tombent des nues. Proche de sa fille, William Weldon se rend immédiatement dans le Vermont. Pendant ce temps-là, la police locale, c'est-à-dire le shérif du comté, commence à enquêter sur la disparition de la randonneuse. Homme influent, monsieur Weldon fait marcher ses relations. Comme Bennington est une petite bourgade et qu'il n'y a pas de police d'État dans le Vermont, monsieur Weldon fait venir des hommes de la police d'État du Connecticut, qui est considérée comme la meilleure force de police des États-Unis à l'époque. Le père de Paula met sur pied une opération massive de search and rescue. Un maximum de moyens sont déployés. Des centaines d'hommes prennent part aux recherches. L'université ferme même ses portes plusieurs jours pour que le personnel et les étudiants puissent aider les secours. Pour la première fois, on utilise un hélicoptère pour retrouver une personne disparue dans le Vermont. Pendant 2 semaines, on passe le Long Trail au baigne fin, ainsi que les sentiers secondaires. Chaque centimètre carré des bois est fouillé jusqu'à Glastonbury, 16 km au nord, et également vers le sud, jusqu'à Williamsburg dans le Massachusetts. Mais on ne trouve pas le moindre indice de Paula. Pas de traces, pas de corps,
Pas de vêtements, pas d'indices, rien. C'est comme si elle s'était dématérialisée en pénétrant dans cette forêt. Le plus étonnant, c'est que Paula portait une parka rouge, repérable de loin dans la neige. En effet, il a neigé dès le premier soir des recherches. Très vite, l'affaire Paula Weldon fait l'objet d'une forte médiatisation, y compris au niveau national. On va même en parler dans le prestigieux New York Times. Le gouverneur du Vermont demande l'aide du FBI qui promet une récompense de 5 000 $ à quiconque offrira un tuyau permettant de retrouver Paula vivante. Mais ça ne sert à rien. L'échec est total et les critiques ne tardent pas à fuser. On pointe du doigt les méthodes désorganisées des équipes de recherche. La police locale en prend aussi pour son grade. Incompétent, le shérif n'avait visiblement pas assez d'expérience pour gérer une affaire de cette ampleur. Pire, des erreurs grossières ont été commises. Rien n'a été conservé des 10 premiers jours d'enquête. Les policiers disent souvent que le retard perdu au départ d'une enquête ne se rattrape jamais, et ça va ici se vérifier. Passé le choc de la disparition, c'est l'incompréhension qui s'installe. Tout le monde se pose des questions, y compris la police. Les enquêteurs se demandent même si c'est vraiment Paula que les témoins ont vue le 1er décembre après-midi. En bref, on ne saura jamais quelles ont été les dernières heures de l'étudiante. Quelques commentaires maintenant sur l'affaire Paula Weldon. Si Paula a vraisemblablement connu un destin funeste dans les bois le 1er décembre 1946, ne pas avoir retrouvé son corps a alimenté quantité de rumeurs. Parcourons toutes les hypothèses évoquées à l'époque. Hypothermie. L'hypothermie, c'est la cause numéro 1 des disparitions. Paula serait morte de froid après s'être égarée dans les bois. Il faut savoir que les températures deviennent négatives la nuit dans le Vermont. Et si on n'a jamais retrouvé son corps, c'est en raison d'un phénomène appelé terminal burrowing, ou enfouissement terminal. En cas d'hypothermie sévère, un être humain aurait comme dernier réflexe de survie de s'enterrer ou s'enfouir sous des feuilles pour se réchauffer. C'est pour cette raison qu'on n'aurait jamais retrouvé la dépouille de Paula. Accident. Paula aurait tout simplement pu tomber dans un endroit inaccessible. Étant donné que la forêt du Vermont est très dense, on peut ne jamais retrouver un cadavre. Pour citer un autre exemple assez parlant, un jour un avion est tombé dans la forêt du Vermont. Et il paraît que les secours ont eu le plus grand mal du monde à retrouver l'appareil. Disparition volontaire. Si Paula n'avait pas de petite amie connue, Elizabeth Johnson, sa camarade, a déclaré à la police que peu de temps avant de disparaître, elle s'était disputée avec son père au sujet d'une relation sentimentale. Il semblerait que Paula avait rencontré quelqu'un et que M. Weldon réprouvait cette liaison. C'est pour cette raison que Paula n'était pas rentrée dans sa famille à Thanksgiving. Le dimanche 1er décembre 1946, Paula aurait ainsi rejoint ce mystérieux fiancé sur le Long Trail. Ils auraient quitté ensemble le pays pour refaire leur vie au Canada. Pourquoi pas ? Ce scénario fonctionne sur le papier, seulement j'ai du mal à y croire en raison de plusieurs détails. D'abord, c'est Elisabeth qui a suggéré à son amie d'aller se promener cet après-midi-là. Et dans un premier temps, Paula a proposé à d'autres camarades de l'accompagner. S'ils avaient accepté, comment Paula aurait-elle mis son plan à exécution ? En outre, Paula a dormi à bord de la voiture de Louis Knapp, qu'il a pris en autostop. Ça ne ressemble pas au comportement de quelqu'un qui s'enfuit. On devrait être au contraire excessivement nerveux. Enfin, Paula n'a rien emporté avec elle et on ne l'a jamais revue nulle part par la suite. Reste la possibilité d'un suicide, qui a aussi été évoquée. D'après son amie, Paula semblait tracassée en revenant du réfectoire. Souffrait-elle de dépression ? Impossible de se prononcer, car personne n'a eu accès à son dossier médical. Au cours de sa balade, Paula aurait pu décider sur un coup de tête de faire une marche suicide. Elle se serait enfoncée dans la forêt jusqu'à ne plus avoir de force. En bonne condition physique, elle aurait pu aller très très loin dans les bois avant de succomber aux éléments. Citons maintenant une rumeur encore plus folle ayant émergé. Paula aurait tout quitté pour vivre en recluse dans la montagne. On peut éliminer raisonnablement cette possibilité. Issue d'une riche famille de la Nouvelle-Angleterre, Paula était probablement habituée à un certain luxe et je l'imagine mal vivre en ermite dans les bois. Pour compliquer encore un peu plus l'équation, plusieurs témoins ont affirmé avoir revu Paula Weldon après sa disparition. Un conducteur de train l'aurait aperçu en Caroline du Sud, et après vérification, on s'est rendu compte qu'il avait fait erreur.
une serveuse d'un restaurant de Fall River, dans le Massachusetts, à environ 300 km de Bennington, a certifié, elle, avoir servi une femme agitée ressemblant à Paula. Suite à ce signalement, M. Weldon s'est absenté 36 heures sans rien dire à personne. Peut-être pour vérifier sur place. En tout cas, cette attitude a généré de la suspicion à son égard, ce qui nous renvoie à la piste suivante. La piste familiale. Paula et son père s'étaient apparemment disputés peu de temps auparavant, au sujet d'une relation sentimentale. M. Weldon aurait-il joué un rôle dans la disparition de sa fille ? Vu son statut social élevé, on peut concevoir qu'il ait bénéficié de protection de la part de la justice. Mais personnellement j'en doute, parce que il adorait sa fille. De plus, M. Weldon avait un alibi solide au moment des faits. Il était dans le Connecticut. Quoi qu'il en soit, certains ont déploré que cette piste n'ait pas été davantage creusée. M. Weldon a de son côté accusé un fiancé secret d'avoir assassiné sa fille. Mais il y a un léger problème. C'est un médium qui lui aurait fait cette révélation. Et M. Weldon a évidemment été incapable de prouver quoi que ce soit. En ce qui concerne la piste familiale, il est difficile d'y voir clair, car Elizabeth Johnson, la roommate, a plus tard changé de version. Elle a expliqué que Paula était restée sur le campus le week-end de Thanksgiving, non pas en raison d'une brouille avec son père, mais pour passer plus de temps avec ses nouveaux amis. Passons maintenant à la piste criminelle. Quand on examine les faits, la probabilité que Paula Weldon ait fait une mauvaise rencontre sur le Long Trail est assez élevée. Elle aurait pu être victime d'un crime de rôdeur, ou bien sûr d'un tueur en série. Le cadavre de Paula aurait très bien pu être enterré sur place, quoique je suis assez sceptique. Creuser un trou dans le sol gelé est-il vraiment faisable ? J'ai pensé personnellement à un autre scénario. Si on n'a pas retrouvé le corps de Paula dans la forêt, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne se trouvait pas. Et si Paula n'avait pas été attaquée dans la forêt, mais en revenant à Bennington ? Paula se serait promenée sans problème sur le Long Trail, puis elle aurait refait l'autostop pour rentrer à l'université, comme elle allait. Mais seule, la nuit, au bord de la route, elle aurait fait une mauvaise rencontre. Un automobiliste ou un routier l'aurait neutralisée et ensuite emmené loin du secteur. Le kidnappeur aurait même pu passer dans l'état de New York, très proche. Sachant que les différentes juridictions de police coopéraient peu à l'époque, c'était facile pour les criminels de passer entre les mailles du filet. Paula aurait-elle été victime d'un crime infâme ? Impossible de le savoir. Pas de corps, pas de crime. Pour parachever le tout, cette affaire a également comporté son lot de fausses déclarations et de déceptions. En 1955, un bûcheron a confié à un ami savoir où Paula était enterrée. Sommé de s'expliquer par la justice, l'homme a finalement avoué avoir menti. Autre piste intéressante, 13 ans plus tard, on a découvert un squelette à Adams, dans le Massachusetts, à moins de 50 km de Bennington. Bien entendu, les enquêteurs s'y sont intéressés, mais quand les résultats d'analyse sont tombés, ça a été la déception. Les ossements étaient trop anciens pour appartenir à Paula. En conclusion, l'affaire Paula Weldon est devenue un des cold cases les plus fascinants de l'histoire des États-Unis. La seule note positive, c'est qu'elle a conduit à la création de la police d'État du Vermont en juillet 1946. Troisième disparition, James Tedford. Après la disparition de Paula Weldon, la région de Bennington reprend une vie normale, début 1947. Les années défilent et rien ne se passe, jusqu'au 1er décembre 1949. Nous sommes 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Paula. Âgé de 65 ans, James Tedford est un vétéran des 2 guerres mondiales qui réside à Bennington, dans la maison des anciens combattants. Ce 1er décembre 1949, Tedford a rendu visite à des proches à St. Albans, au nord-ouest du Vermont, et il prend un bus pour rentrer chez lui. Rien de plus banal. Pour revenir à Bennington, le bus emprunte la US Highway numéro 7 qui longe la forêt nationale de Green Mountain. La route passe très près du mont Glastonbury. D'une durée habituelle de 8 heures, le temps de route est plus long ce jour-là, car il a neigé. À l'arrêt précédant celui de Bennington, James Tedford est vu dans le bus par 14 témoins.
Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, lorsque le véhicule atteint le terminus, Tedford n'est plus à bord. Selon toute apparence, le sexagénaire a disparu au cours du voyage, pendant que le bus roulait. Le plus troublant, c'est qu'on a retrouvé ses affaires sur le porte-bagages, et même l'horaire du bus sur le siège à côté du sien. Tedford se serait ainsi vaporisé sur son siège pendant le trajet. Des passagers ont même précisé qu'il est en train de dormir. Le conducteur du bus a quant à lui déclaré ne pas avoir la moindre idée de ce qui avait pu se passer. L'affaire a eu beau faire les choux gras de la presse, on n'a plus jamais revu James Tedford. Faisons maintenant quelques commentaires sur l'affaire James Tedford. Même si Tedford n'a pas disparu dans la nature comme les autres, ce cas est très intriguant. Un passager qui se désintègre à l'intérieur d'un bus en mouvement, ça ressemble à un épisode de la 4e dimension. C'est tellement étrange que certains ont même douté de l'existence de James Tedford. Des recherches ont néanmoins confirmé qu'il faisait partie de la liste des anciens combattants. L'hypothèse la plus logique, selon moi, c'est que Tedford aurait choisi de disparaître. Étant donné qu'il avait combattu pendant les 2 guerres mondiales, il souffrait probablement de stress post-traumatique. Et sachant qu'en plus il avait perdu sa femme, l'homme était sans doute dépressif. Le vieil homme serait descendu du bus en catimini et se serait laissé mourir dans la forêt. Les passagers ont garanti l'avoir vu à bord, cependant on connaît la fragilité du témoignage oculaire humain. Et puis, la maison des anciens combattants n'a signalé l'absence de Tedford qu'une semaine plus tard, et les témoins ont très bien pu faire erreur. Néanmoins, que cette nouvelle disparition inexpliquée soit survenue à la date anniversaire de celle de Paula Weldon reste très troublant. 4e disparition. Paul Jepson. Nous sommes le 12 octobre 1950, moins d'1 an après la disparition de James Tedford. Monsieur et Madame Jepson travaillent comme gardiens d'une décharge à Bennington. Ils ont un fils de 8 ans prénommé Paul. Ce 12 octobre 1950, en milieu d'après-midi, Paul accompagne sa mère qui va s'occuper de cochons. Madame Jepson demande à son fils de l'attendre dans son camion pick-up, le temps qu'elle aille changer les animaux d'enclos. Et quand elle revient à son véhicule, Paul n'est plus là. Détail important, il portait un manteau rouge, comme Paula Weldon. La police et les pompiers de Bennington se mobilisent rapidement pour retrouver l'enfant. Le secteur est ratissé long en large, en pure perte. De plus, la météo se dégrade. Il pleut énormément sur la région, ce qui complique énormément le travail des équipes de recherche. Pourtant, on met de gros moyens sur cette affaire. On fait venir le meilleur limier de la police d'État du New Hampshire. On raconte que, très expérimenté, le chien a trouvé l'odeur de Paul sur la route. Il a remonté sa piste olfactive sur plusieurs kilomètres vers le nord, mais manque de chance, a perdu brutalement son odeur à l'intersection d'East et Chapel Road. Est-ce la faute à la pluie qui aurait lessivé le sol ? Impossible de le dire avec certitude. Un point demeure néanmoins curieux. L'enfant serait passé au même endroit que Paula Weldon. L'enfant restera introuvable. Où est passé le petit Paul ? Que lui est-il arrivé ? Bien malin qui pourrait le dire. Le dossier de Paul Jepson est allé rejoindre les Old Cold Case du Vermont. Quelques commentaires maintenant sur l'affaire Paul Jepson. La disparition de Paul Jepson a une nouvelle fois laissé tout le monde perplexe à Bennington. Des rumeurs n'ont pas manqué de circuler. Paul aurait pu être victime d'un accident épouvantable. Il serait descendu du camion et se serait fait dévorer par les cochons. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre dans la presse et un journal a même suggéré un scénario encore plus horrible. Paul aurait été victime d'un homicide parental et ses parents auraient donné son corps en pâture aux cochons pour le faire disparaître. Notez que les porcs très voraces sont capables d'engloutir intégralement un être humain. Cette méthode est utilisée par la mafia en Italie. Personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse. Le fait que la piste olfactive de Paul se soit brusquement interrompue à l'intersection d'East et Chapel Road implique qu'il a été kidnappé à cet endroit précis.
Si on reconstitue le cours des événements, Paul est descendu volontairement du pick-up de sa mère. Je n'imagine pas que quelqu'un l'ait attrapé dans le camion parce que sa mère aurait entendu autrement son fils crier. Pour une raison inconnue, l'enfant est parti seul à pied vers le nord. C'est indéniable, car le chien policier a flairé son odeur sur la route. À l'intersection d'East Chapel Road, un pervers l'a sûrement embarqué à bord de son véhicule, de force ou par la ruse. Si je privilégie la piste criminelle dans ce dossier, plusieurs détails demeurent néanmoins très étranges. Monsieur Jepson, le père de Paul, a déclaré dans les jours précédant sa disparition, son fils semblait avoir une véritable obsession pour le mont Glastonbury. Il répétait sans cesse vouloir aller dans la montagne, et c'est bien la direction qu'il a prise. En plus de la ressemblance de prénom, Paul, Paula, j'ai remarqué une triple connexion entre Paul Jepson et Paula Weldon. D'abord, ils sont passés sur la même route avant de s'envoler. Ensuite, ils ont disparu dans le même créneau horaire, entre 15 et 16 heures. Et surtout, ils portaient tous les deux un manteau de couleur rouge. 5e et dernière disparition. Frida Langer. Il n'y a rien de pire que les drames touchant les enfants. À Bennington, la population locale est encore sous le choc de la disparition du petit Paul Jepson. Quand un nouvel événement inquiétant se produit, 16 jours plus tard. Le 28 octobre 1950, Frida Langer, une femme de 53 ans, campe en famille près de Somerset, au nord-est de Bennington. Habituée des lieux, Frida adore la vie en plein air et sait manier les armes à feu. En milieu d'après-midi, ce jour-là, Frida part se promener en forêt à proximité du réservoir de Somerset, un lac artificiel de la région, avec son cousin Herbert. Son mari, Max, ne les accompagne pas parce qu'il a un problème de genou. Tandis qu'elle essaie de traverser un ruisseau à environ 800 mètres de leur campement, Frida glisse et tombe à l'eau. Trempée, elle demande à son cousin de l'attendre le temps qu'elle retourne se changer. Elle lui assure qu'elle n'en a pas pour longtemps, car l'empreinte a raccourci à travers les bois. Son cousin l'accepte. Il est 15h50 quand elle le quitte. On ne la reverra plus. Herbert attend quelques dizaines de minutes, mais comme il ne revoit pas sa cousine, il retourne au campement, où Max, le mari de Frida, tombe des nues. Son épouse n'est pas ressortie des bois. Personne ne l'a revue. Les autorités sont vite saisies. Et rendues nerveuses par l'affaire Paul Jepson 2 semaines plus tôt, les autorités mêlent le paquet. Le mot d'ordre de l'opération est « trouver ce corps ». D'énormes moyens sont déployés, notamment des moyens aériens. On utilise des hélicoptères, des hydravions. On fait aussi venir la troupe. Des fouilles minutieuses sont menées par 400 personnes qui arpentent la zone en ligne épaule contre épaule. Pour la première fois, on instaure un système de double vérification. Quand une première équipe a inspecté un secteur, une deuxième équipe prend le relais et on vérifie à nouveau. Mais les participants repartent bredouille et on abandonne les recherches. Durant ce temps, la police s'intéresse aux proches de Frida, qui sont rapidement blanchis de tout soupçon. Notons qu'ils ont passé avec succès le test du polygraphe, qu'on appelle aussi détecteur de mensonges, une méthode ultra moderne pour l'époque. Bien vite, les investigations s'enlisent. Les enquêtes ne débouchent pas, et c'est encore un fiasco total. 7 mois passent. Frida tombe presque dans l'oubli. Quand coup de théâtre, le 12 mai 1951, des chasseurs trouvent le corps de Frida dans un champ herbeux bien en vue, près du barrage du réservoir de Somerset. Le cadavre est autopsié, mais vu son état de décomposition avancé, les légistes sont incapables de déterminer la cause exacte de la mort. Le petit problème, c'est que le corps de Frida a été trouvé dans un périmètre qui avait été passé au peigne fin en octobre 1950. Non pas 1 ou 2 fois, 5 fois. Et il n'était pas là. Il est inconcevable qu'on l'ait loupé, alors comment a-t-il pu réapparaître à cet endroit ? Voici maintenant quelques commentaires sur l'affaire Frida Langer. Ne tournons pas autour du pot. Frida Langer a été victime d'un homicide volontaire ou d'un phénomène extérieur inconnu. L'explication la plus logique est qu'elle a été assassinée
et que quelqu'un ou quelque chose s'est débarrassé de sa dépouille 7 mois après les faits. L'affaire Frida Langer restera non élucidée à jamais. Voilà, chers auditeurs, je viens de passer en revue les 5 disparitions non élucidées du triangle de Bennington, donc qui se sont déroulées entre 1945 et 1950 dans l'état du Vermont. Donc le triangle de Bennington, c'est le surnom qui a été donné à cette région par un auteur américain qui s'appelle Joseph Citro, en référence au triangle des Bermudes. On a fait référence au triangle des Bermudes car si ces disparitions peuvent s'expliquer de façon assez rationnelle, je vous renvoie aux commentaires que je viens de faire sur chaque cas, certains donc pensent que peut-être des forces surnaturelles ou d'autres explications alternatives pourraient expliquer ces événements étranges. Si vous voulez en savoir plus donc sur ce mystère, je vous invite donc à lire mon livre, Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses monde. Voilà, donc vous tapez Disparu dans la nature, monde Lionel Camille dans Google, vous retrouverez forcément les liens. Donc je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, et je vous dis à bientôt.